Mon anniversaire était déjà gâché au moment où la sonnette a retenti. C'était censé être un dîner tranquille, une petite réunion avec quelques cousins, de la famille proche, rien d'extravagant. J'avais passé 2 jours à cuisiner et une semaine entière à faire en sorte que mon appartement ait l'air de quelque chose dont on peut être fier. J'ai même acheté un nouveau tapis, le genre sur lequel Lorraine marcherait habituellement en talons et plaisanterait en disant qu'il a l'air très discount chic. Ils sont arrivés avec 30 minutes de retard. Bien sûr, Lorraine est arrivée en premier, portant des lunettes de soleil alors qu'il faisait presque noir. Elle est entrée comme si elle était filmée, a laissé tomber son sac de créateur sur le comptoir de ma cuisine et a commencé à ouvrir les placards comme si c'était chez elle. Mes parents ont suivi. Ma mère a dit bonjour tout en scannant la pièce et en murmurant quelque chose à mon père, qui s'est immédiatement dirigé vers le réfrigérateur et s'est servi la dernière bouteille de vin que j'avais gardée pour le dîner. J'ai su à ce moment-là que cette soirée n'allait pas être centrée sur moi. Ça ne l'a jamais été. Au dîner, chacun était dans son rôle habituel. Ma mère jouant le rôle de la matriarche qui souffre depuis longtemps et qui ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas encore casé. Mon père faisant des blagues sur le fait que je n'ai toujours pas trouvé comment gagner de l'argent. Ma sœur naviguant entre les gens comme une mondaine, parlant de sa nouvelle routine de soins de la peau et de l'importance de ne pas laisser le capitalisme ruiner son ambiance. Mon cousin Ethan a demandé comment elle faisait pour s'offrir autant de soins personnels. Lorraine a souri et a dit, c'est incroyable ce qui arrive quand on lâche prise et qu'on laisse l'univers payer les factures. Personne n'a rien dit. Personne n'en avait besoin. Tout le monde savait d'où venait son argent. De moi. Ça a commencé petit. Un Uber par-ci, une facture de carte de crédit par-là. Puis c'est devenu carrément le loyer, l'épicerie, son forfait téléphonique, son Spotify, son essence. Elle m'a appelé une fois son sponsor d'abondance, comme si c'était une blague. J'ai ri. Puis j'ai pleuré plus tard en pensant qu'elle n'avait pas de travail, aucune intention d'en trouver un et qu'elle était quand même traitée comme une reine chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Moi. J'étais celle qui avait du mal à payer son loyer, jonglant avec des projets indépendants et des quarts de travail à temps partiel dans une librairie, et qui recevait toujours des regards de travers de mes propres parents parce que je n'avais ni mari ni maison. Je pensais pouvoir supporter une seule soirée, juste sourire pendant le dîner, souffler quelques bougies, faire semblant de remercier pour la carte cadeau que mes parents me donneraient inévitablement pour un magasin où je ne fais jamais mes courses. Mais alors elle s'est levée. Elle a tapé sur son verre avec une fourchette et a dit, buvons à la santé du plus grand loser de cette famille. Les rires ont suivi instantanément, fort, comme si tout le monde avait attendu toute la nuit qu'elle dise ça. Ma mère a ri le plus fort. Mon père a trinqué avec elle. Une de mes tantes, même pas ivre, a dit, c'est tellement Lorraine, comme si c'était adorable. Je n'ai pas ri. J'ai attendu qu'il se calme. Puis j'ai levé mon verre et j'ai dit, et pour ceux qui viennent de perdre leur compte de streaming, d'épicerie et d'essence, silence. Silence immédiat. Elle a cligné des yeux. Le verre a glissé. Le vin a touché la table et s'est répandu comme du sang sur la nappe. Ma mère a haleté, pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause du désordre. Mon père avait l'air confus, comme s'il avait besoin d'une seconde pour comprendre. Lorraine s'est contentée de me regarder. Il lui a fallu un temps pour comprendre. Et puis j'ai vu la vérité éclater. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti en claquant la porte sans toucher au gâteau que j'avais fait maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message. Ton Netflix ne fonctionne pas, répare-le, s'il te plaît. J'ai répondu, ce n'est plus mon problème. Tu te débrouilleras. Elle n'a pas répondu. Mais c'était le début. Le moment où j'ai cessé de m'expliquer, de m'excuser et de faire semblant que cette famille m'avait jamais vu clairement. Lorraine n'a pas envoyé de message le lendemain matin. Pas même un emoji passif-agressif. Rien. Puis, 3 jours plus tard, tu as annulé les livraisons de nourriture? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé. C'est vraiment dingue. Je n'ai rien dans le frigo, même pas des œufs. C'est quoi ton problème? C'était le moment où je paniquais, où je me sentais coupable, où je me précipitais pour lui envoyer une carte cadeau ou commander des courses pour arranger les choses. Mais j'ai juste éteint mon téléphone et je suis retourné à mon tableur. Le lendemain, elle a appelé 2 fois de suite. Je n'ai décroché aucune des 2 fois. La 3e fois, elle a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin.
Je pouvais déjà l'imaginer faire les 100 pas dans son appartement, un appartement que je l'avais aidé à obtenir, en faisant sa respiration dramatique, les bras volant dans tous les sens, se parlant à elle-même tout en me traitant de contrôleuse, de jalouse, de spitée. Puis est venu le message vocal. Celui-ci, je l'ai écouté. Elle a commencé calmement, comme si elle donnait une conférence TED, puis elle a vrillé. Elle a dit que c'était bas, même pour moi, que j'agissais comme si j'étais meilleur qu'elle juste parce que j'étais à l'aise de vivre comme une pauvre. Ces mots, pauvre à l'aise. J'ai ri fort. Je me promenais dans le rayon des produits quand je l'ai écouté et j'ai dû m'arrêter et m'appuyer sur mon chariot. J'avais payé son loyer pendant 11 mois. J'ai payé sa facture d'essence. J'ai payé pour ses courses, ses commandes Amazon, son maquillage, ses vitamines. Je me suis réveillé une fois à 2 heures du matin pour lui envoyer $60 parce qu'elle avait une crise et avait besoin de sushi. Mais maintenant, on m'accusait d'être trop à l'aise avec le fait d'être fauché. Ça n'allait plus passer comme ça. Ce soir-là, j'ai déterré son ancien CV, celui que j'avais écrit pour elle il y a 2 ans quand elle a dit qu'elle voulait essayer l'énergie d'entreprise une seule fois. Il y avait son stage bidon, sa vraie moyenne générale amputée d'un demi-point et un faux rôle de consultante créative que nous avons inventé pour qu'il ne semble pas qu'elle était au chômage depuis l'obtention de son diplôme. Je l'ai mis à jour, j'ai changé son numéro de téléphone en une ligne vocale Google que je contrôlais, j'ai mis à jour son adresse email, j'ai configuré des alertes et j'ai postulé à des emplois en son nom, principalement des rôles administratifs, de premier niveau, uniquement du travail à distance, parce que je savais qu'elle ne se présenterait nulle part en personne. Je me suis occupé des lettres de motivation. J'ai utilisé un langage qu'elle n'avait jamais utilisé, comme axé sur les solutions et esprit d'équipe. J'ai même utilisé un modèle qu'elle s'était moqué de moi d'avoir enregistré dans mes fichiers. En 4 jours, elle avait 3 entretiens d'embauche prévus. Je lui ai envoyé un message. J'ai réservé 3 entretiens d'embauche pour toi. Ils sont à distance. Ils paient. Tu y vas. Elle a répondu presque immédiatement. Excuse-moi. Tu as fait ça sérieusement sans me demander? Pour qui tu te prends alors? Je ne vais pas gaspiller mon énergie à faire du travail administratif ennuyeux pour $18 de l'heure. Ce n'est pas ce que je suis. J'ai répondu, alors découvre qui tu es sans mon argent. Elle n'a pas répondu. Plus tard ce soir-là, ma mère m'a envoyé un message. Tu sais que Lorraine essaie. Ne sois peut-être pas si dur. Elle n'est pas bâtie comme toi. Tu es la forte. C'était encore là, pas bâtie comme moi. Comme si être responsable était une bizarrerie génétique et pas juste des années à maintenir ma propre vie et la sienne ensemble avec du ruban adhésif et de la dignité. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé à Lorraine les invitations du calendrier et les informations de connexion. Puis je suis allé me coucher. Elle n'a répondu à aucun de mes messages le lendemain. Ne s'est pas présentée au premier entretien. J'ai pensé que c'était fini. Mais puis, le dimanche soir, juste avant minuit, elle a envoyé un message. Bon, je vais en essayer un. Elle s'est présentée en sweat à capuche et en créole et m'a appelé après pour se vanter qu'ils avaient adoré son énergie et qu'ils avaient dit qu'elle était une bouffée d'air frais. J'ai demandé, tu as eu le poste? Elle a dit, évidemment. Ils ont pratiquement supplié. C'était un poste d'assistante à distance pour une start-up au Colorado. Gestion du calendrier, triage des emails, réponse aux tickets de service client. $17 de l'heure, 20 heures par semaine. Pas grand-chose, mais quelque chose. Je pensais que ça durerait une semaine, mais ensuite elle a commencé à travailler, à vraiment travailler. Elle se levait avant midi, envoyait des emails, m'appelait moins, publiait moins de diatribes spirituelles. Une fois, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas faire de fast time parce qu'elle devait terminer un rapport. Je n'ai rien dit, mais ça m'a choqué. Et nos parents, ils ont agi comme si elle venait de gagner un Oscar. Ma mère a appelé et a dit qu'elle était fière de Lorraine de faire des pas. Mon père a dit qu'elle avait juste besoin de temps pour trouver son truc. Tout le monde ne le découvre pas aussi vite que toi. Vite? Il m'a fallu 8 ans pour arriver à une stabilité à peine. Je n'avais pas d'assurance maladie, pas de plan de secours, et je passais encore des nuits à me demander si un seul chèque en retard me coulerait. Mais bien sûr, c'était facile pour moi. J'ai commencé à me demander si peut-être, juste peut-être, c'était un tournant. Peut-être que Lorraine a enfin vu le monde réel et a décidé qu'elle en voulait une part.
C'était la première fois depuis des années que je me permettais de penser qu'elle changeait, que peut-être cette fois serait différente. Mais j'aurais dû m'en douter. Pendant un certain temps, je me suis laissé croire. Lorraine travaillait, vraiment travaillait. Elle a commencé à utiliser des mots comme bloc de calendrier et protocole de suivi. Une fois, je l'ai appelée à midi et elle a chuchoté qu'elle était en réunion, une vraie réunion avec une caméra allumée. Je m'attendais à moitié à ce que ce soit une blague, mais non, elle partageait son écran et tout. C'était comme regarder une personne différente. Elle a arrêté de me taguer dans des mèmes stupides sur l'astrologie à propos de la façon dont les scorpions sont censés être vénérés. Elle ne m'a pas appelé pour exiger du lait d'avoine à 22 heures. Elle n'a pas dit qu'elle était trop sensible pour le monde du travail. Elle a juste travaillé. À un moment donné, elle m'a dit que son patron l'avait appelée étonnamment fiable. Elle détestait le mot étonnamment, mais je lui ai dit de prendre la victoire. Elle a ri et a dit, ne t'habitue pas à ce que je sois aussi ennuyeuse. Mais je pouvais l'entendre dans sa voix. Une partie d'elle aimait la stabilité, même si elle ne voulait pas encore l'admettre. Elle a payé ses propres courses, acheté son propre shampoing, remplacé le faux sac de créateur qu'elle m'avait supplié de lui acheter par un sac neutre et bon marché qui avait en fait l'air plus professionnel. Elle a même commencé à tenir un tableur de ses dépenses. Sa propre version avec des émojis dans les étiquettes. Mais malgré tout, j'ai regardé tout ça se dérouler comme quelqu'un regardant son rêve le plus fou se réaliser avec prudence. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à l'impact à chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone. Puis est venu le message qui a failli me faire pleurer. Je comprends pourquoi tu étais en colère. J'ai vraiment tout gâché. J'essaie, Nancy. Je jure que oui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé pendant presque 10 minutes. Une partie de moi voulait l'appeler. Une partie de moi ne lui faisait pas confiance, mais j'ai répondu. Essayer est tout ce que j'ai jamais voulu que tu fasses. Après ça, les choses sont devenues bizarres d'une manière différente, comme un bizarre agréable. Elle a commencé à prendre de mes nouvelles avant de demander des conseils. N'a pas automatiquement supposé que je réglerais tout. Elle a commencé à proposer son aide. Des petites choses comme corriger mon CV quand je postulais pour un emploi contractuel ou m'envoyer un mème drôle quand elle savait que j'avais eu une journée difficile. Ce n'était pas dramatique. C'était juste humain. Elle a même fait pleurer notre mère une fois, pas par drame, mais parce qu'elle a dit merci pendant le dîner. Un vrai merci. Ma mère a en fait mis sa main sur son cœur comme si elle vivait une expérience spirituelle. Notre père a dit qu'il était fier d'elle de prendre la vie à bras le corps, ce qui était une chose ridicule à dire, mais peu importe. C'était le plus près qu'il était venu à complimenter l'une ou l'autre d'entre nous en public. Et pour une fois, je n'étais pas celle qui était analysée, critiquée ou dont on se moquait. J'ai commencé à penser à l'avenir, comme si peut-être elle allait continuer comme ça. Peut-être qu'elle construirait quelque chose de réel. Peut-être que nous pourrions avoir une relation qui n'était pas basée sur la culpabilité et le ressentiment. J'étais tellement habitué au chaos que l'absence de celui-ci me semblait étrange. Puis elle a eu une augmentation. C'était petit, 2 $ de l'heure, mais elle m'a envoyé un message avec 14 points d'exclamation et a ensuite appelé pour dire « Je suppose que je suis officiellement dans le 1% maintenant ». Je lui ai dit que j'étais fier d'elle, et je le pensais. Les quelques semaines suivantes ont été les plus paisibles que nous ayons eues depuis des années. Pas de disputes, pas de problèmes d'argent, pas de commentaires accidentels sur le fait que je devrais faire plus de choses dans ma vie. Elle est même venue un dimanche et a apporté un dessert, payé avec sa propre carte. Elle s'est assise sur mon canapé, a enlevé ses chaussures et a parlé de vouloir retourner à l'école à temps partiel. J'ai dit, ce serait génial. Elle a dit qu'elle voulait étudier la psychologie. Je n'ai pas ri parce que pendant un instant, j'y ai cru. J'ai pensé que le cycle était enfin brisé. J'ai baissé ma garde. Je me suis laissé respirer. Et quelque part au fond de moi, j'ai commencé à l'encourager. Mais c'était mon erreur. Parce que le truc avec les gens comme Lorraine, quand ils goûtent ne serait-ce qu'un peu à la structure, ils se convainquent qu'ils l'ont inventé. Et au moment où ça commence à paraître réel, ils brûlent tout juste pour prouver qu'ils n'en ont jamais eu besoin en premier lieu. Ça s'est effondré un mardi. Pas une crise dramatique du vendredi soir. Pas une dispute à cris au dîner de famille. Juste un mardi, calme, gris, le genre de journée où rien de majeur n'est censé se produire.
J'étais en train de me préparer pour un appel client quand Lorraine m'a envoyé un message vocal. Je démissionne. J'ai déjà envoyé l'email. La liberté enfin. Je ne peux même pas expliquer le soulagement. Pas d'avertissement, pas de montée en puissance, juste ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai écouté à nouveau comme si j'avais mal entendu, mais non, elle avait vraiment démissionné. Le travail qui, disait-elle, avait changé sa vie. Le travail qui lui avait acheté son indépendance, son agenda, ses courses. Terminé. J'ai appelé. Elle a répondu instantanément comme si elle attendait. Pourquoi? Elle a dit, j'en avais marre de faire semblant. Toute cette énergie de calendrier et de clients, ce n'est pas moi. J'ai fait semblant, Nancy. Je ne suis pas censé travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu étais doué pour ça. Elle a répondu, exactement. C'est le piège. Je deviens bonne, puis je suis coincée. Et être doué pour quelque chose ne veut pas dire que tu es censé le faire. Cette phrase m'a physiquement fait m'asseoir. Elle a dit qu'elle allait lancer quelque chose à elle. J'ai demandé quoi. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle avait des visions. Tu as des économies. Elle a ajouté, tu pourrais m'aider à lancer quelque chose. Juste $2000 par mois. Ce n'est rien pour toi maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je crois que j'ai fait un bruit. Pas un mot, juste un bruit. Elle a continué. Tu as toujours voulu que je fasse quelque chose de réel. Eh bien, c'est ça. J'ai juste besoin d'espace pour comprendre. Considère ça comme un investissement commercial ou comme un paiement émotionnel rétroactif. Paiement émotionnel rétroactif. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait jamais changé. Elle n'avait pas vu le travail comme un pas en avant. Elle l'avait vu comme un costume temporaire, quelque chose à porter jusqu'à ce que les gens applaudissent. Et maintenant que les gens avaient applaudi, elle voulait s'en aller, voulait être célébrée pour avoir quitté, voulait être payée à nouveau par mois. L'appel s'est terminé quand j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas de colère, d'épuisement. Un épuisement dont je ne savais même pas qu'il était en moi jusqu'à ce moment-là. J'ai commencé à écrire une liste de tout ce que j'avais payé au cours de la dernière année. Je me suis arrêté après la page 2. Je ne pouvais même pas finir. Elle a envoyé un message à nouveau le lendemain matin. As-tu pensé aux $2000? Juste pour commencer. J'enverrai une proposition si tu veux que ce soit formel. Une proposition? Comme si c'était une réunion de présentation. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à son appartement. Quand elle a ouvert la porte, elle a eu l'air surprise de me voir, comme si c'était juste une journée normale. Elle avait des cristaux sur la table basse et de l'encens qui brûlait. Elle portait un de mes vieux sweats. Elle m'a offert du thé. Je ne me suis pas assise. J'ai dit tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années à propos de l'argent, du manque de respect, de la façon dont nos parents ne l'ont jamais tenu responsable, de la façon dont elle a transformé mon soutien en une blague, de la façon dont elle m'a fait sentir que la stabilité était quelque chose dont on devait se moquer. J'ai dit que j'en avais marre, pas de son travail ou de son attitude, mais d'elle, du rôle dans lequel j'avais été forcé de jouer. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est contentée de me regarder comme si j'étais celle qui réagissait de manière excessive. Puis elle a dit, très bien. Si c'est comme ça, ne reviens pas en courant quand je vais percer. Je lui ai dit que je ne reviendrai pas. Je suis sorti et cette fois, je le pensais. Le lendemain, j'ai appelé notre mère. Je lui ai dit que je n'allais plus parler de Lorraine. Je n'allais plus la financer, la soutenir ou l'expliquer. Je lui ai dit que si elle voulait continuer à prétendre que Lorraine était un génie incompris, elle pouvait le faire sans moi. Ma mère était silencieuse. Puis elle a dit, j'espère que tu ne vas pas le regretter. J'ai dit, j'ai regretté chaque minute où j'ai laissé ça continuer. C'est fini maintenant. Et c'est le jour où j'ai cessé d'essayer de la sauver. Mais ce n'était pas la fin. Parce que ce qui s'est passé après, même moi, je ne l'avais pas vu venir. 2 semaines. C'est la durée du silence. Pas un seul mot de Lorraine. Pas même une fausse excuse ou un message vocal dramatique. Mes parents n'ont pas pris contact non plus, ce qui ne m'a pas surprise. J'ai pensé qu'ils se tairaient, qu'ils lui trouvaient des excuses, peut-être même qu'ils se convainquaient que j'étais allé trop loin.
Je les imaginais assis autour de la table de la cuisine en disant des choses comme « Nancy a toujours été un peu intense, et Lorraine a juste besoin d'un peu de soutien en ce moment. » Mais ensuite, Shelby a appelé. Elle a demandé si j'avais vu le nouveau post Instagram de Lorraine. J'ai dit « Non, je l'ai mise en sourdine il y a des semaines. » Shelby a dit « Tu vas vouloir regarder. » Elle vrille en pleine vue du public. Alors, j'ai vérifié et il y avait un long selfie excessivement filtré de Lorraine se regardant dans un miroir avec de fausses larmes dessinées à l'aide d'une application, avec la légende « Parfois, il faut s'éloigner des personnes qui sourient à votre visage tout en écrasant lentement votre esprit. » Certaines blessures portent des masques. La famille peut être la chaîne la plus lourde. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. Je me choisis moi. En dessous, les commentaires affluaient. Tu es si courageuse. Continue de briller, bébé. Ta sœur a toujours été jalouse. L'énergie ne ment pas. Puis je l'ai vu. Un commentaire d'une fille que je reconnaissais à peine. Quelqu'un que nous connaissions tous les deux du lycée. Tu mérites mieux. Je me souviens de la façon dont Nancy te traitait. Reste forte. J'ai senti quelque chose au fond de ma poitrine. Pas de la rage, quelque chose de plus froid. Une sorte de déconnexion finale. Comme si quelqu'un venait de fermer une porte et de la verrouiller de l'autre côté. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était fatiguée, comme si elle portait quelque chose mais ne le nommerait pas. Elle a dit que Lorraine avait réemménagé, qu'elle était épuisée émotionnellement et spirituellement et qu'elle avait juste besoin de se réinitialiser. Se réinitialiser. Ce mot encore. C'était le même mot qu'ils avaient utilisé quand Lorraine a quitté l'université en deuxième année, quand elle a abandonné sa certification de coach bien-être parce que l'instructeur dégageait une énergie de pénurie, quand elle a abandonné son dernier emploi et a blâmé la structure coloniale des 9 à 5. Se réinitialiser. Ma mère m'a demandé d'être compatissante. Tu sais comment est Lorraine. Elle ne veut pas blesser les gens. Elle panique juste parfois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai sorti un vieux journal. J'ai feuilleté des années d'entrée, des notes que je m'étais écrites après avoir payé son loyer, payé ses amendes impayées, me battu avec des propriétaires en son nom. Toutes les fois où elle a pleuré, promis que ce serait différent, puis a disparu jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose à nouveau. Et puis, 3 nuits plus tard, elle m'a envoyé un message. Juste 2 mots. Je suis désolé. Ça s'est posé sur mon écran comme une mine terrestre. Pas d'explication, pas de contexte, pas de vrai changement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard. Tu peux m'aider? Juste pour ce mois-ci. 2000 $. J'ai juste besoin d'une marge de manœuvre, s'il te plaît. Elle a suivi avec un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je savais ce qu'il y avait dedans. Du désespoir déguisé en humilité. Une histoire vague sur la façon dont ça a été si difficile ces derniers temps, et comment elle essaie, vraiment essaie, et comment je devrais juste lui faire confiance une fois de plus. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je ne pouvais pas parce que je savais comment cette histoire se terminait. Je l'avais lue une centaine de fois dans différentes polices. Elle se terminait toujours de la même manière, avec moi donnant et elle s'éloignant jusqu'à la prochaine fois qu'elle aurait besoin d'être sauvée. Alors, j'ai bloqué le numéro. C'était la dernière fois qu'elle me contactait directement. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un message. Juste une courte ligne. Tu n'étais pas obligé de la couper complètement. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais pas 1000 choses à dire, mais parce que j'en avais marre de dépenser mon énergie à convaincre les gens de voir ce qui était devant eux. Je pensais que la couper me donnerait l'impression d'être en guerre. Je pensais qu'il y aurait des réactions négatives ou des supplications ou de la culpabilité. Mais à la place, il n'y avait que du silence. Le genre de silence qui ressemble à de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas de ce dont elle avait besoin ou de ce qu'elle complotait ou de savoir si j'allais être ramené en arrière. La porte était fermée. Le pont était brûlé. Et je ne marchais plus dans les cendres. Elle voulait que le monde tourne autour d'elle. Elle voulait du soutien sans effort, de l'argent sans travail, du pardon sans changement. J'en avais marre de donner. Et le calme qui a suivi, il n'était pas vide. C'était la paix. Ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec quelqu'un, c'est à quel point les conséquences sont ennuyeuses. Pas paisibles,
pas triomphante. Juste calme, si calme, comme se tenir dans une maison après que le courant a été coupé. Vous vous attendez sans cesse à ce que quelque chose brise le silence, mais rien ne vient. Les semaines ont passé, puis les mois, pas de messages, pas d'appels, pas de citations Instagram critiques avec des légendes comme « je libère ce qui ne me sert plus ». Il est resté bloqué, et je n'ai pas vérifié. La curiosité était là au début. Je mentirais si je disais le contraire, mais j'ai résisté. J'avais l'impression de toucher une cuisinière chaude juste pour voir si elle brûle encore. La dynamique familiale a changé subtilement au début. J'ai arrêté de me montrer aux petites choses. Les dîners d'anniversaire, les visites du dimanche, les choses auxquelles j'assistais par obligation, par culpabilité. Ma mère a continué à envoyer des invitations comme si de rien n'était. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Un jour, Shelby m'a envoyé une photo. Lorraine en arrière-plan lors d'un barbecue familial, assise à l'écart avec une cigarette et des écouteurs, portant un t-shirt que je lui avais acheté il y a 2 ans. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage avait l'air fatigué, pas triste, juste vide, détaché, a ajouté Shelby. Elle parlait à peine à qui que ce soit, restait juste assise là à faire défiler et à vapoter. Notre oncle a essayé de lui parler et elle lui a dit qu'elle était en jeûne mental. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai pas demandé. D'après ce que j'ai reconstitué, principalement grâce à Shelby et à quelques cousins, Lorraine n'a jamais retrouvé d'emploi. Elle a dit que le capitalisme était mort et qu'elle travaillait sur du contenu, mais personne n'a jamais rien vu de publié. Elle a beaucoup parlé de lancer un podcast ou un cours ou une marque. Elle a créé un Patreon, mais n'a jamais rien mis en ligne. Quelques personnes se sont abonnées par pitié. Ça n'a pas duré. Elle est restée chez mes parents. Tous les 3 ont fait semblant que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. J'ai entendu dire que mon père lui avait acheté un nouvel ordinateur portable. Ma mère a commencé à parler de sa saison créative comme si c'était une tempête qu'ils attendaient tous de voir passer. Ils l'ont laissé faire la grasse matinée, manquer des rendez-vous, sauter des événements familiaux. Ils ont dit qu'elle était en guérison. Ils ont dit qu'elle était en train de comprendre les choses. Mais la vérité, c'est qu'elle a arrêté d'essayer. Et quand personne ne l'a forcée à se lever, elle ne l'a tout simplement pas fait. Elle a eu 27 ans cet automne. Pas de fête, pas de projet, juste un dîner à la maison. Ma mère a posté une photo d'elle soufflant des bougies, les yeux à moitié fermés, portant le même sweat à capuche qu'elle portait à mon appartement quand elle voulait de l'argent. La légende disait, notre fille, si sage, si pleine de lumière. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Pas de colère, pas même de ressentiment maintenant. Juste une étrange sorte d'incrédulité. Pas qu'elle est finie là, mais que j'ai jamais cru qu'elle ne le ferait pas. Je pense encore à elle parfois. Pas souvent, et jamais d'une manière qui me donne envie de décrocher le téléphone. Je pense au nombre de fois où je l'ai renflouée. Au nombre d'excuses que j'ai inventées en son nom. Au nombre de fois où je me suis transformé en quelqu'un de petit et de silencieux juste pour maintenir la paix. Et pourquoi faire? Elle vit dans la même chambre où elle a grandi. La porte est toujours fermée. Elle emprunte la voiture de ma mère quand elle veut s'inspirer et utilise la carte de crédit de mon père pour DoorDash. Elle poste 1 fois par mois maintenant. Généralement un coucher de soleil flou ou un journal couvert d'autocollants avec des légendes comme « Nouveau chapitre en cours de chargement ». Mais il n'y a pas de nouveau chapitre. Juste la même page blanche encore et encore, attendant que quelqu'un d'autre écrive quelque chose dedans. Et moi, je suis passé à autre chose. J'ai trouvé un meilleur travail, acheté une voiture, commencé à dire non sans ciller. J'ai arrêté de m'excuser d'être celle qui maintenait les choses en place, d'avoir des limites, de m'éloigner. Et de temps en temps, quand je vois un message de quelqu'un de nouveau qui me demande une faveur ou un membre de la famille qui me dit que Lorraine a encore des difficultés, je me contente de secouer la tête parce que la vérité, c'est qu'elle n'était pas la seule à avoir besoin de se réinitialiser. Moi aussi.